Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13 h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13 h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. C'est l'heure de suivre votre émission préférée, Les Grandes Contradictions sur Guérit TV Monde. Nous sommes en direct et il est 22 h au Bénin. Gaspard Diamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Achille Wusso, je vais démarrer par vous. La première question, financement des partis politiques. Les partis politiques concernés ont reçu le chèque cette semaine. Le bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau, la FCBE et les démocrates, même si l'UPR arrive en tête. Oui, l'UPR arrive en tête et c'est sans surprise. Parce que si on doit considérer le nombre d'élus de ce parti aujourd'hui après les législatives, et si on doit prendre en compte les élus communaux, l'UPR a plus d'élus sur l'échiquier politique que les autres partis. Et je crois que c'est en prorata de cette considération. En fait, c'est au prorata des 60-40% que l'UP est arrivé donc à avoir plus par rapport au partage de l'enveloppe que les autres partis. Il faut dire que ce qui est noté ici, c'est la prise en compte du parti, les démocrates, qui n'étaient pas sur la liste du partage lorsque cela avait commencé, parce que à partir de 2020, voilà, c'était seulement pour les représentations communales et que le partage avait été fait et l'UP n'était pas... Pardon, qu'est-ce que je raconte? Oui, l'UP à l'époque. L'UP à l'époque, en 2020, c'était l'UP. C'était toujours... L'UP est venu toujours en tête. L'UPR par la suite. Voilà. Donc, il faut dire que le Parti des démocrates n'existait pas encore, ou n'avait pas encore de représentants. Le parti existait. Bon, d'accord. Bon, si je dis exister, c'est en termes donc de représentants et d'élus. Et donc, le parti n'avait pas d'élus pour les communales, n'avait même pas pris part aux élections. Et donc, c'était les trois autres partis qui étaient éligibles au partage de cette enveloppe. Le Parti des démocrates est venu maintenant et nous devrons donc saluer l'esprit dans lequel le travail a été fait, parce que chacun a eu ce à quoi il devrait avoir droit, compte tenu donc des explications qui étaient données par le président de la Sénat, monsieur Sakalafia, qui a bien expliqué qu'il y a un trimestre qui ne devait pas être pris en compte pour le parti les démocrates, et c'est ce qui explique entre autres pourquoi ce parti a reçu 118 millions contre les autres partis. Mais il y a eu une réaction du parti FCBE qui a
a déclaré qu'il devrait avoir plus que ce qu'on lui a donné. Bon, je ne sais pas quelles sont les considérations qui amènent les responsables de ce parti à le dire. Tout ce que je sais, c'est que le parti FCBE, pour n'avoir pas réussi à enlever des sièges lors des élections législatives, a moins de représentants donc, que les autres partis, et même si on devait donc considérer moins de représentants aujourd'hui que le parti les démocrates, alors donc on devrait comprendre pourquoi c'est ce parti a été lésé dans ce partage-là, dans le partage donc du milliard et demi consacré à l'animation, au soutien au parti pour l'animation de la vie politique. Gaspard Diamossier, 1,5 milliard. Oui, 1,5 milliard distribué aux partis politiques. Je crois que il faut d'abord saluer la chose, il faut saluer que les pouvoirs publics appuient les partis politiques, mettent de l'argent pour le fonctionnement des partis politiques qui le méritent. Je crois que c'est une très bonne chose que le parti UP, le Renouveau, le Bloc républicain, FCBE et les démocrates puissent bénéficier de ce financement public. C'est de nature à insuffler un nouveau dynamisme au niveau des autres partis politiques qui, pour bénéficier de ce financement, peuvent avoir un regain d'activité sur le terrain, histoire d'aller dans les proportions et de pouvoir bénéficier de ce financement. Maintenant, c'est qu'il y a eu quelques grincements de dents par rapport à la part de chacun. Et particulièrement, je ne sais pas si les démocrates ont contesté ce qu'on leur a attribué, mais je crois que dans l'opinion, certains s'étaient étonnés que les démocrates aient eu moins que la FCBE. Et je crois que Achille vient à l'instant de dire que la FCBE n'a pas compris ce qu'on leur a attribué, que la FCBE pensait en avoir davantage par rapport aux démocrates ou par rapport aux autres partis. Et je n'en sais rien. Ce qui est sûr pour les législatives, c'est 0 pointé. Et des gens comme moi avaient la faiblesse de penser qu'ils n'allaient pas bénéficier de ce financement-là pour cette fois-ci. Mais fort heureusement, ils ont été pris en compte justement parce que c'est 2 trimestres qui ont été mis ensemble. Et je crois que pour le premier, ils étaient pris en compte par rapport à l'année dernière. Et pour le premier de cette année, c'est plutôt les démocrates qui ont bénéficié de ce financement. Et ça pose toujours le problème de qui sera le chef de file de l'opposition. Je ne sais pas si par rapport à ce montant attribué à chacun, cette guerre-là va revenir dans les débats. Je n'en sais rien. Maintenant, l'autre aspect que je veux aborder, c'est que certains esprits malins ont tenté d'en vouloir aux démocrates parce qu'ils ont pris le chèque. Et ma première réaction, c'est qu'ils refusent de prendre de l'argent, qu'ils refusent de gagner 20 millions. Et ce n'est pas 20 millions, c'est une centaine de millions. Ça fera quelque chose pour les démocrates, ça c'est sûr. Et ensuite, on ne devait pas s'étonner que les démocrates prennent les sous. Parce que, oui, on ne devrait pas s'étonner. Non seulement ils le méritent, parce que les gens leur reprochent d'avoir dénoncé les lois scélérates, d'avoir dénoncé les lois drones, d'avoir dénoncé un certain nombre de choses. Mais déjà qu'ils aient créé le parti, ça veut dire qu'ils ont commencé par se conformer à ces lois-là. Déjà qu'ils aient décidé de partir aux élections, ils ont décidé de se conformer. Et déjà qu'ils aient des élus, c'est qu'ils ont choisi de se conformer. Et enfin, qu'ils aient accepté de prendre cet argent-là, je crois que cela va de soi et qu'on n'a pas à leur reprocher cela. Voilà, nous allons passer... Oui. Bon, c'est vrai que M. Diamossier parle donc des esprits malins. Peut-être que j'en fais partie. Donc, peut-être que j'en fais partie parce que, en fait, lorsque vous incriminez des lois, lorsque vous rejetez les lois, vous ne devrez plus logiquement chercher à bénéficier donc à faire avec les dispositions de ces lois-là. Et c'est ce qu'on a toujours reproché aux responsables du parti Les Démocrates, le fait même d'avoir participé aux élections sur la base de ces lois-là, incriminées, rejetées en bloc, constitue déjà, qu'on appelle... C'est suffisamment grave. Non, mais ce n'est pas grave. C'est plutôt le comportement de ces responsables que vous devez trouver grave. Nous allons passer à un autre sujet à présent, football. Décision de la CAF au sujet de la réserve de la FBF. Le Bénin gagne 3 points. Le Rwanda perd. Oui, le Bénin a gagné sur tapis vert. Je crois que c'est l'expression consacrée. Bon, ça fait partie des règles du jeu. Et en football, il faut, comme d'ailleurs
partout d'ailleurs, comme dans toutes les associations, il y a quand même un minimum de dispositions à respecter. Et par rapport à ça, je crois que le Bénin était en droit de se plaindre sur un certain nombre de comportements des Rwandais. Et puisque la plainte du Bénin a porté ses fruits, le Bénin gagne sur tapis vert contre le Rwanda et se relance dans la compétition. Reste à savoir si c'est suffisant vraiment pour nous qualifier pour la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2024, parce que nous avons toujours une barrière. On a le Sénégal à affronter. Le Sénégal qui a tout gagné. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer. Et bon, je ne sais pas aussi si le troisième. Bon, je n'ai pas fait trop les calculs pour savoir si, même en perdant le prochain match, si le troisième peut nous dépasser et nous ravir encore cette deuxième place qui donne droit à la participation. Gaspard Diamansi, du boulot encore pour les Guépards. Oui, du boulot, mais cette fois-ci sur le terrain, sur l'aire de jeu. Parce que Achille a dit, à juste titre, qu'ils ont gagné sur tapis vert. Gagner sur tapis vert, c'est-à-dire gagner sur feuille. La CAF a écrit et a dit qu'ils ont gagné parce que justement les Rwandais n'ont pas respecté un certain nombre de règles. Et c'est heureux que le Bénin, pour une fois, ait eu gain de cause au niveau des instances internationales du football en Afrique et dans le monde. Parce que par le passé, il ne faut pas oublier que pour des situations du genre, le Bénin avait perdu contre justement les Sierra Leone et la République démocratique du Congo. Et cette fois-ci, c'est déjà heureux que la CAF ait donné bon droit au Bénin sur tapis vert parce qu'un joueur qui a écopé de 2 cartons jaunes et qui ne devrait pas être aligné, il a été. Et les règles de la compétition veulent que l'équipe qui l'a fait soit déclarée perdante sur papier. C'est ce qui a donné gain de cause au Bénin. Et je crois qu'on doit tirer un coup de chapeau au président de la Fédération Mathurin de Chacus et au ministre des Sports Oswald Omeki, mais en même temps leur dit que le chemin est encore long. Le chemin est encore long, d'autant plus qu'avec ce point que nous avons gagné, on se retrouve à 4 points. Et derrière, devant les Mozambicains avec le même nombre de points, les Sénégalais étant très loin, mais on a encore 2 matchs. Face aux Sénégalais, moi je ne vends pas cher de notre peau. Et face aux Mozambicains, c'est peut-être là où on a quelque chose à faire. Mais quand on se rappelle qu'ils nous ont battus chez nous et qu'on doit se rendre chez eux, je crois que le Bénin a vraiment du travail à faire pour pouvoir cette fois-ci s'imposer sur le terrain, sur l'aire de jeu, avec le ballon sous les pieds, sous les crampons. Triste nouvelle à présent, ça fait triste et le gouvernement devra quand même prendre toutes les dispositions qui s'imposent. Accident mortel de la circulation à Gamvidopo. Que faire pour réduire considérablement les cas d'accident mortel sur nos routes, Gaspard Diamansi? Ça fait triste. Oui, heureusement que vous avez dit réduire considérablement parce que on ne peut pas éradiquer les accidents parce que cela fait partie des mystères de la vie et on ne peut jamais être assez prudent à 100%. Il y a des paramètres dont on ne peut jamais prévoir et tenir compte. Donc, ça fait partie de la vie. Mais il y a quand même des situations évitables. Et moi, je suis souvent gêné, quand il y a de ces genres de situations, de ces genres de drames. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé à Dassa la dernière fois. Vous avez vu l'émotion que cela a suscité dans le pays. Et quelques mois après, est-ce que vous avez encore vu des gens en parler? Des gens ont dit les transports, il faut réduire, comment vous appelez, il faut plomber les moteurs, et les sapeurs-pompiers. On a dit beaucoup de choses. Et subitement, tout le monde s'est tué. Il a fallu qu'on ait encore un accident à Gaviropo et depuis mercredi. Et là encore, c'est le tollé. Tout le monde crie, tout le monde crie. Et vous allez constater que quelques jours après, tout le monde va encore se calmer et aucune mesure ne sera prise. Dans ces circonstances, que voulez-vous qu'on fasse pour réduire les accidents? La responsabilité est partagée, que ce soit les conducteurs, le Centre national de sécurité routière, la police nationale, les pouvoirs publics. Je crois que tout le monde doit prendre sa part de responsabilité pour réduire ces genres d'accidents qui tuent malheureusement les citoyens qui quittent leur maison juste à la recherche de leur gagne-pain. Achille, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Et ce qui nous arrive, c'est à croire que nous ne tirons pas suffisamment leçon de cela et que nous n'en profitons pas pour essayer quand même d'éviter un certain nombre de choses. Malheureusement,
nous avons parlé d'Assa ici, c'était la faute du conducteur. Et on a vraiment beaucoup parlé. On a dit que les responsabilités soient situées, etc. etc. Mais c'est à croire que nous n'avons pas, peut-être nous-mêmes, on peut aussi le dire ici, contribué un tant soit peu à éviter les cas d'accident provoqués par les mauvais comportements des conducteurs. Nous dénonçons la chose lorsque ça arrive, mais au-delà de ça, qu'est-ce que nous faisons? J'ai comme l'impression qu'il y a un travail à faire sur les conducteurs et que nous devons peut-être nous impliquer davantage à le faire. Je voudrais le dire parce que, d'abord, quand nous voyons l'âge des jeunes qui conduisent aujourd'hui, ça devait nous interpeller. Et on devait dénoncer la chose. On devait le dénoncer de façon à interpeller la responsabilité de ces organisations de conducteurs, ces syndicalistes et autres. Et peut-être, pourquoi pas aussi, nos mairies. D'accord? Parce que si on interdit de voir sur les gares routières des jeunes de 20, 25 ans, 30 ans, des gens qui ne se soucient que d'eux-mêmes, c'est peut-être aussi qu'il faut qu'on agisse dans ce sens-là, qu'on ne cherche pas à faire porter toute la responsabilité à l'État. Bon, l'État tout le temps, l'État. Et l'autre chose que je voudrais aussi dire, c'est que je me demande si c'est la sensibilisation qui manque. On a parlé de la CNSR tout à l'heure. Est-ce que la sensibilisation manque vraiment sur nos voies? Est-ce qu'on n'a pas travaillé suffisamment à sensibiliser nos conducteurs? Je ne sais pas. Bon, peut-être que nous allons aussi peut-être voir de ce côté-là, faire un travail dans le sens pour peut-être leur montrer que bon, on ne devrait pas se fatiguer à rappeler chaque fois les règles de la les règles les plus élémentaires de la route. Exactement, parce que la cause même, je crois, c'est d'abord le non-respect du code de la route. Allez vous arrêter 5 minutes sur nos feux tricolores et vous allez constater, les gens se refusent délibérément à respecter le feu rouge au risque 5 secondes, absolument, au risque de non mais c'est fini, leur vie. Surtout 5 minutes de cela, extraordinaire. Et puis vraiment, je crois que le premier niveau, c'est le respect du code de la route et le reste, ça viendra. Oui, mais il y a quand même aussi la responsabilité comment vous appelez, des passagers, les passagers eux-mêmes dans le véhicule. Il faut quand même, lorsque vous constatez que le conducteur... Ils vont faire quoi? Mais il faut quand même, il faut le rappeler à l'ordre. Vous ne lui prendrez pas le volant. Non, c'est arrivé plusieurs fois où... Non, on peut pas lui prendre le volant, mais il faut quand même... Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où j'ai été proprement nargué. Oui, mais je descends du véhicule. Et ils sont très arrogants. Malheureusement, il faut qu'il s'arrête pour que tu descendes. Effectivement, mais lorsque il y a quelqu'un qui se comporte comme ça, en fait, qui donne la lettre, il faut que les autres aussi accompagnent le soutien. C'est parce qu'il n'y a pas de soutien que vous vous retrouvez seul. C'est des enfants qui sont arrogants, agités, arrogants. Et non, mais c'est leur âge, c'est l'adolescence. Donc, ils pensent que c'est la crise de personnalité. Ils pensent qu'ils sont déçus de tout le monde. Il y a peut-être l'effet aussi de certains produits. Oui, il y a aussi, effectivement. Il y a aussi ça. Ils prennent de... Si vous connaissez le nom, il faut nous... Ils prennent du cognac. Oui, ils prennent du cognac. Le cognac, c'est du haut niveau, hein, attention. Du cognac au tramadol. Voilà, ça devient dangereux. Voilà le dernier sujet pour terminer. On me fait déjà assis de l'autre côté. Gaspard Diamansi, je vais toujours commencer le sujet fait divers par vous. Gaspard Diamansi, qu'est-ce qui, selon vous, est à la base du phénomène de filles-mères sans mari qu'on note de plus en plus aujourd'hui? Je n'ai pas une réponse je n'ai pas de réponse claire par rapport à cette question. Qu'est-ce qui peut être à la base? Oui. Je ne sais pas. Oui. Les causes sont multiples, je crois. Hein. C'est dans toutes les familles, hein? Oui, bon, les filles, mais d'abord, est-ce que c'est des gens qui étaient légalement mariés et qui se sont retrouvés divorcés avec un enfant sur le dos?
ou est-ce que c'est des gens qui ont attrapé une grossesse comme ça? Est-ce qu'on attrape une grossesse comme ça? Et qui ont donc accouché, qui sont là quelque part, ou bien c'est quelqu'un qui ne connaît pas celui qui l'a engrossé, qui quand même met au monde, l'enfant est obligé de prendre en charge cet enfant-là. En fait, le premier problème que moi je trouve, c'est par rapport à la fragilité des couples aujourd'hui chez nous. Pour un oui ou pour un non, on divorce ou on se tourne le dos et chacun va de son côté. Et si le mari est irresponsable, il laisse l'enfant à la femme qui est obligée de s'en occuper. Et là, elle devient fille-mère. Et il y a aussi des cas où... Je crois pas toujours le mari. Hein? Je dis, il y a aussi des cas où c'est peut-être la femme ou ses parents qui n'acceptent pas souvent qu'elle reste chez son mari ou qui lui crée suffisamment de problèmes chez son mari, histoire de la ramener au foyer. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a des familles où, sur 5 filles, vous verrez les 5 filles au domicile parental. Hein, ça veut dire que ça, là, c'est un problème de famille. Qu'est-ce que je vais dire? Je dirais que c'est une habitude familiale. Peut-être que la maman aussi est dans ce cas et qu'elle n'est pas restée sous un toit et qu'elle essaie de... De toutes les façons, c'est un problème sérieux et très sérieux. Et la conclusion que moi je veux tirer, c'est que souvent ce sont les enfants qui en souffrent par rapport à leur éducation, par rapport à un certain nombre de choses. Et je crois que ce n'est pas un bon phénomène, d'autant plus que les enfants ont généralement besoin de l'affection de leurs deux parents pour véritablement s'épanouir. Bon, je dis quelque part que c'est la faute aux hommes aussi, parce que si moi, je ne sais pas, hein, si je reste avec une femme et qu'elle décide de ne plus rester avec moi et que j'ai la possibilité, je ne lui laisserai pas ma progéniture à un âge donné. Donc, elle sera célibataire, sans enfant, elle ne sera pas fille, mais moi je serai avec mon enfant. Mais voilà, c'est votre position. Merci beaucoup, Achille Oussou. Très rapidement. Oui, bon, en fait, je crois que c'est un phénomène qui, comme vous l'avez fait, qui devrait nous interpeller vraiment. Parce que c'est l'échec de la société, c'est l'échec de notre société lorsque... malheureusement, on constate qu'après 1 ou 2 gestes, les couples volent en éclats et que la mère est abandonnée à elle-même avec les enfants sur le bras, le parent, on ne le retrouve plus. C'est l'échec de la société qui passe par l'échec de l'éducation. Gaspard a déjà évoqué un certain nombre d'aspects sur lesquels je ne voudrais pas revenir, mais il faut dire que de plus en plus, les parents n'encouragent plus, surtout les mères, n'encouragent plus les enfants à rester sous toit. Parce que le foyer, c'est une autre maison. Et il y a des choses auxquelles on doit, et c'est le devoir de la mère, de dire à sa fille que si elle a pu rester sous le toit de leur papa. Si elle est restée. Pardon? Si elle est restée. Bon, bon, je suppose qu'elle est restée. Là, elle sera l'exemple. Je suppose qu'elle est restée. Voilà. Bon, et je crois que de plus en plus, il faut qu'on travaille à cela, que les foyers, les ménages restent entiers pour l'éducation des enfants. Et la dernière chose, c'est que je constate malheureusement que le mariage aujourd'hui n'implique plus les familles. Les mariages, malheureusement, chez nous, n'impliquent plus les familles. Avant, c'est d'abord les familles qui se mariaient. C'est-à-dire, les petits pas qu'on fait là... Aujourd'hui, on se retrouve dans une... Non, mais c'est fini. Non, mais... C'est-à-dire, on revient, on se demande même qui est l'auteur de la grossesse. Voilà. Et on réfléchit encore. Mais on ne sait pas. Hein? Il y a ce minimum que peut-être nos sœurs doivent exiger. Que celui donc, qui les demande en mariage, qu'il fasse quand même l'effort que celui-là fasse déplacer un ou deux de ses parents pour aller voir les parents à elle, la belle famille. Parce que là, c'est le moment des conseils. C'est le moment des conseils. C'est le moment de dire à ses parents, à ses envoyés, à ses émissaires, d'informer leur enfant que, en tout cas, leur fille est chère
pour eux. Et ce minimum-là, je crois que ça devait quand même, ça reste dans le coin de la tête et ça permet quand même de sauver les couples. Et je crois que je vais vous interpeller aussi une fois que nous devons travailler de plus en plus à cela pour que nous contribuions à maintenir les foyers, les couples chez nous. On va peut-être parler aux belles-mères tout fait tout flamme. Oui, moi je voudrais finir pour ne pas qu'on jette uniquement la pierre aux femmes. Hein. Il y a des hommes irresponsables. Oui, il y a des filles, mais dont la situation, elles sont obligées de vivre cette situation-là parce que vraiment... L'homme est un inconscient. Oui, elles sont tombées vraiment sur ce qui est vraiment pire et puis elles ne peuvent pas supporter. Il y a de ces cas-là aussi. Et il faut avoir l'honnêteté de reconnaître. Merci. Maintenant, Merci beaucoup. Et comme on le dit en Côte d'Ivoire, il faut nous sauver. Il faut nous sauver parce qu'elles deviennent aussi des dangers pour nous. Les belles-mères qui encouragent, on leur demande de prendre conscience. Merci beaucoup. Voilà, c'est définitivement terminé. Ce numéro de votre émission, Les Grandes Contradictions de ce vendredi 19 mai 2023. Ce numéro a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous et à vendredi prochain. Au revoir. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.